Ça rendra plus dynamique peut-être cette conférence sur les perspectives pour le marché immobilier. Alors, comment on fait pour continuer de relancer le marché, continuer de construire, d'innover dans un contexte budgétaire qui est contraint, on connaît l'état de nos finances publiques, et puis dans un cadre réglementaire qui est peu stable ou très contrariant? Qu'attendre du dispositif Jeanbrun pour lancer un petit peu cette conférence, mais je crois que vous connaissez un peu la situation. L'année 2026 pour le marché immobilier avait démarré avec de l'espoir, la poursuite un petit peu de la reprise amorcée en 2025. Les signaux étaient ouverts, les acquéreurs revenaient, les prix étaient relativement stables, les taux de crédit étaient abordables, les banques prêtaient. Aujourd'hui, elles continuent de prêter, mais il y a peut-être moins d'appétit chez les futurs acquéreurs ou les acquéreurs potentiels. Puis patatras, le 28 février, le déclenchement de la guerre en Iran. En avril et en mai, c'est un manque à gagner, si j'écoute la FNEM, de 17 000 transactions perdues. Donc le traditionnel printemps de l'immobilier n'a pas eu lieu. La Banque centrale européenne vient d'augmenter ses taux d'intérêt, ce qui ne va pas manquer de renchérir bientôt le coût du crédit immobilier. Donc c'est vraiment un sale temps pour le marché qui n'avait vraiment pas besoin de ça en ce moment. La FNAIM, justement, a revu la semaine dernière ses prévisions et tape désormais sur une baisse de 5% du marché immobilier cette année à 900 000 ventes. Alors certes, il y a eu un énième coup de théâtre le 17 juin. Les États-Unis et l'Iran, à Versailles, ont signé un protocole d'accord. À Versailles et à distance. Le contexte géopolitique semble un peu moins chaud, un peu moins sombre. Ça, c'est pour aujourd'hui. Mais ce n'est pas toujours la faute aux autres. Quand ça ne réussit pas, la France a aussi ses propres faiblesses dans la situation que traverse le marché immobilier. Hier, on avait, nous les journalistes, une conférence de presse avec le patron du MEDEF, carte sur table. Vous savez, en général, au moment de la présidentielle, il lance un document pédagogique à l'institution des candidats à la présidentielle, et ils ont parlé un petit peu de logement. C'est des générations entières qui ne peuvent plus accéder à la propriété, des jeunes qui renoncent à des études parce que la question du logement est devenue trop problématique, des salariés qui refusent une mobilité professionnelle, des demandeurs d'emploi qui renoncent à un poste de peur de perdre leur logement social, des salariés qui refusent une mobilité professionnelle parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir se loger près de leur nouveau travail. Tous les secteurs qui font la ville, le logement, souffrent économiquement. Bref, le traitement nécessite certainement des mesures ponctuelles, conjoncturelles, mais aussi des réponses structurelles pour faire du marché immobilier non plus un marché grippé, ni un marché convalescent comme il est actuellement, mais un marché bien portant. Alors la bonne nouvelle quand même, après ce déluge de mauvaises nouvelles que je vous ai énumérées, c'est quand même qu'en cette fin de quinquennat, les gouvernements ont enfin commencé à se préoccuper de la crise du logement. Ça devait vraiment sentir mauvais pour que ça leur remonte jusqu'aux narines et qu'ils ambitionnent de faire quand même quelque chose pour le logement. Donc, le projet de loi Relance Logement du gouvernement arrive demain au Conseil des ministres. Voilà, le ministre Vincent Jeanbrun clôturera nos assises ce soir en fin d'après-midi. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce texte pour relancer l'offre de logement dans ce pays? Je rappelle l'ambition du gouvernement, c'est 2 millions de logements supplémentaires d'ici 2030. Ça fait quand même 400 000 par an. Que peut-on raisonnablement attendre de ce texte en l'absence de majorité au Parlement et à moins d'un an de l'échéance présidentielle? Qu'est-ce qu'on peut faire dans les quelques mois qui nous séparent des échéances électorales pour fluidifier le marché immobilier? Et puis, quelles idées il faudra porter durant la campagne à venir pour peut-être refonder l'immobilier en France? Alors, pour répondre un petit peu à toutes ces questions, nos trois intervenants, Édouard Morlot, vous avez été tout récemment élu président de l'UNIS, les professionnels de l'immobilier. Super, j'ai entendu, voilà, je sais pas, un commentaire, merci. Voilà, Édouard Morlot, président de l'UNIS, les professionnels de l'immobilier. Sylvain Grattalou, vous êtes un habitué des assises du logement, vous présidez l'Union des propriétaires immobiliers, mais cette année, vous avez aussi une seconde casquette. Vous êtes vu confier par le ministre du Logement la mission de faire des propositions pour établir la confiance dans les relations propriétaires-locataires. Vous nous direz où vous en êtes de vos travaux. Et enfin, Xavier Lépine, je ne sais pas comment vous présenter, serial entrepreneur, sans doute. Vous avez lancé récemment Néo-Proprio pour faciliter l'accession à la propriété des classes moyennes en zone tendue. Vous nous présenterez votre modèle économique qui est nouveau. Vous dirigez aussi l'Institut d'épargne immobilière et foncière, qui, je crois, a une actualité demain matin. Hein, c'est ça, vous avez aussi... Voilà. Et vous avez récemment participé à la rédaction des propositions avec le club
ENA Immobilier pour insuffler une rupture dans la politique du logement, un livre blanc qui est formidable. Moi, je vous invite à le lire. Pour commencer, je vais commencer par le petit nouveau, Édouard Morlot. Je commence par vous. Vous avez été élu président de l'UNIS le 17 juin à Marseille, je crois. Sous quels auspices vous placez votre mandat et quelles sont les attentes prioritaires des professionnels de l'immobilier vis-à-vis des pouvoirs publics? Et peut-être ma première question, comment vous voyez évoluer le marché immobilier en 2026? Alors merci. Je suis ravi pour cette première d'être parmi vous aujourd'hui. Le marché de l'immobilier, alors peut-être sur le programme que j'ai pu élaborer, présenter aux adhérents et au conseil d'administration qui m'a élu donc la semaine dernière. Pour moi, il y a 4 axes importants que j'ai axés sur ce programme. Il faut une influence politique, et pour moi, cette influence politique, elle passera par un discours commun de nos organisations professionnelles. On ne peut plus avoir un discours dissous aujourd'hui et que chacun arrive avec ses propositions. Je pense que c'est inaudible, et pour moi c'est un point important aujourd'hui d'arriver, je dirais, en marche groupée et non pas séparée. Alors on peut avoir des divergences sur les sujets en fonction des attentes des uns et des autres, mais pour moi le discours doit être commun quand on rencontre un député ou quand on rencontre le ministre du Logement, d'avoir le même discours et d'avoir les mêmes attentes, enfin, sur ces sujets pour moi qui sont connexes et qui répondent aujourd'hui à l'attente des professionnels et surtout à l'attente des consommateurs. Il faut accompagner concrètement nos adhérents. On sait qu'il y aura une révolution numérique. L'IA est un enjeu dans nos professions et à très court terme. On en parle depuis longtemps, mais je crois qu'on est dedans. Et donc, comment on peut accompagner aujourd'hui les professionnels immobiliers à accéder à ce tournant du numérique et de leur permettre aujourd'hui d'être plus performants tout en gardant l'humain au cœur de leurs préoccupations et de leur métier. Enfin, pour moi, c'est primordial. Je suis administrateur de biens. Et les outils me permettront de répondre peut-être plus activement à mes clients tout en gardant l'humain au cœur de nos préoccupations. L'avenir de la profession, donc, elle passera aussi par l'intelligence artificielle et peut-être une évolution de nos métiers. Et puis on doit aussi moderniser notre organisation, avoir des alliances et apporter donc différents sujets. Voilà, et dedans, j'ai attaché beaucoup d'importance de créer une commission des jeunes adhérents, des moins de 40 ans. Alors, il fallait mettre un curseur. Voilà, pour permettre, parce que je pense que cette génération va communiquer différemment qu'avec nos générations et permettre de voir l'évolution de nos métiers de demain et quelles sont les attentes des consommateurs et d'une réponse pour moi importante sur cette jeune génération qui sera aussi l'avenir de nos professions et dans l'avenir de nos cabinets. Alors, je reviens un petit peu à ma question d'actualité. Comment vous le voyez évoluer le marché de l'immobilier en 2026 ? Ça avait bien commencé en début d'année, et là, comment ça tourne ? Comment vous sentez les choses ? Peut-être depuis votre cabinet au Havre. Alors, on sent sur différents métiers. Je dirais que si on prend le contrat de syndic, on doit avoir une revoyure de ce contrat depuis 2015. On n'a rien vu venir. Et il y a des attentes fortes aujourd'hui de la profession. Ce contrat doit être revu par rapport à la rénovation énergétique, des attentes importantes des professionnels. Les sujets, la transaction, je pense qu'on a un marché qui est assez morose. On a aujourd'hui, je le vois, beaucoup de produits à vendre et très peu d'acquéreurs à mettre en face. Compliqué avec une augmentation des taux, les primo-accédants qui n'arrivent pas à accéder et sortir du parc locatif pour accéder à un logement en acquisition. Voilà, enfin, différents sujets et il y a une vraie difficulté, il y a un vrai marasme. Et vous le disiez au début, il y a un sujet qui me tient à cœur, que les étudiants ne choisissent plus aujourd'hui entre logement et études. Pour moi, ça c'est un phénomène qui s'aggrave, où certains étudiants ne privilégient plus aujourd'hui leurs études, mais surtout le logement qu'ils vont pouvoir trouver pour pouvoir y exercer. Et pour moi, c'est un handicap. Il faut qu'on relève ce défi. Et puis un sujet que j'entends aussi plutôt sur la côte normande, les salariés qui ont une vraie difficulté de se loger et qui doivent parcourir des kilomètres et des kilomètres pour travailler. Pour moi, c'est pas accessible, et surtout avec un prix de l'énergie qui est de plus en plus élevé. On parle d'une transition écologique, énergétique, une réduction de l'empreinte carbone. Donc tous ces sujets, pour moi, sont pas en phase.
Très bien. Sur le projet de loi Relance Logement qui passe en Conseil des ministres demain, est-ce que vous en attendez quelque chose? Est-ce que, dans ce qui est un petit peu sorti déjà dans la presse de ce projet de loi, il y a des mesures qui vous intéressent ou que vous avez même réussi à porter? Ouais, je pense que sur le dispositif, si on parle du dispositif Jeanbrun, pour moi, il y a deux aspects. Sur le neuf, il y a une relance avec l'amortissement qui, pour moi, est une bonne chose. Enfin, je pense qu'on l'a vu sur les promoteurs innovateurs qui, pour eux, ont une certaine victoire. Sur l'ancien, il est inaudible aujourd'hui. On le voit, nos clients acquéreurs, les fameux 30% de travaux aujourd'hui sur l'acquisition du logement est quasiment impossible. On le voit, c'est impossible aujourd'hui d'investir encore davantage sur ces coûts. Et puis la classe énergétique. Aujourd'hui, se dire il faut être en haut ou en B quand on part du G, donc il faut remonter d'une classe énergétique. Pour moi, sortir du calendrier EFG pour être au minima à D. Parce que c'est une réalité aujourd'hui économique. Et pour moi, c'est une vraie attente aujourd'hui, si on veut relancer le logement, d'avoir un dispositif qui soit beaucoup plus simple. On avait avant ce que disaient les investisseurs. Vous aviez du Pinel, vous avez du Cellier, c'était quand même assez simple. Là, c'est quand même pas très audible vis-à-vis des acquéreurs. Et pour moi, il faut vraiment simplifier le dispositif si on veut relancer le logement pour les investisseurs. Voilà, le projet de loi vise notamment à assouplir, à revoir un petit peu ces critères. Il y a une proposition de loi de Valérie Létard qui a été votée et je pense en première lecture. Il va totalement dans le bon sens et va permettre certainement de relancer une offre logement avec des taux d'intérêt qu'on sait qui vont continuer de remonter et qui sont inquiétants pour l'avenir. Et on espère sortir de cette crise aujourd'hui du Golfe pour avoir de la visibilité et permettre aux acquéreurs d'investir et de relancer vraiment cette offre logement. Un mot sur le DPE collectif, voilà, les enjeux. Est-ce que vous avez obtenu des assurances, je ne sais pas, du ministère du Logement sur le DPE collectif? Pas vraiment. Enfin, il y a des avancées, on a porté des projets. À ce jour, on est un peu inquiet. On sait qu'on relance 700 000 logements qui vont revenir sur le marché. Qu'on appelle, je ne sais pas, passoire ou bouilloire, je ne sais pas, dans les termes, on parle de bouilloire. Bouilloire en ce moment. Que de passoire, voilà, c'est plus le terme adapté. Alors, qui est important parce que je pense qu'il faut mieux loger 700 000 personnes qu'avoir 700 000 personnes à la rue, mais c'est pas un bon signal. Il faut vraiment relancer cette rénovation énergétique. Il faut confier aux professionnels. Je pense que les professionnels du bâtiment sont là aujourd'hui et c'est important de sortir. Enfin, il y a un vrai problème de confort et d'exclusion aujourd'hui dans notre société. Il faut vraiment travailler sur ces sujets de rénovation énergétique et de permettre à tout le monde de vivre dans des conditions idéales parce qu'on sait que ces épisodes avant l'été vont se répéter, vont peut-être s'intensifier et c'est important aujourd'hui qu'on garde nos gens en vie, quoi. Je voulais vous poser une dernière question, Édouard Morlot, sur, en préparant cette conférence, vous m'avez dit un petit peu parler du dogmatisme du plan, un petit peu d'électrification toute, voilà, lancé par le gouvernement, tout électrification. Là, on est dans le dogme, mais pas dans le pragmatisme. Donc, allez-y, lâchez-vous. Je vais vous dire un cas précis. Au Havre, je suis dans le Perret. Je gère un gros patrimoine d'immeubles Perret, 80% quasiment de mon portefeuille. J'imagine pas demain de mettre des packs sur les balcons des copropriétés. Enfin, je pense qu'Édouard Philippe m'autorisera pas déjà, donc les choses sont claires. Et pourquoi on ne parle pas d'hybridation aujourd'hui? Enfin, je pense que le tout élec n'est pas possible. Il faut avoir du pragmatisme et non pas de dire voilà, il faut tout transformer. On sait qu'il y a du gaz vert aujourd'hui, on sait qu'il y a du biométhane qui arrive dans les réseaux et qui permettront aujourd'hui de permettre une hybridation et non pas de se dire il faut tout élec ou tout gaz. Enfin, pour moi, c'est un dogmatisme. On est complètement en décalage aujourd'hui du terrain et on le voit sur les professionnels. Il y a des endroits où on ne pourra pas mettre d'élec, quoi. Alors, au mieux, peut-être d'hybrider aujourd'hui et d'avoir un mixte élec-gaz, mais tout élec. Enfin, faut arrêter, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Je crois que le message est passé. Merci Édouard Morlot. Sylvain Grattalou, vous êtes dû confier par le ministre du Logement donc, cette mission de faire des propositions pour établir la confiance dans les relations propriétaires-locataires. Il est sans doute trop tôt pour vous demander de dévoiler les propositions que vous allez faire. Mais faites-nous peut-être un point de situation où vous en êtes dans l'avancement de vos travaux et puis bien sûr nous faire part de vos convictions personnelles pour relancer l'offre locative en tant que président de l'UNPI. Voilà, peut-être votre première casquette de chargé de mission ?
Bien sûr. Alors, évidemment, vous avez répondu à la question que vous avez posée, à savoir que vous ne saurez rien. Vous ne saurez rien. Non. J'aurais essayé. Pour plusieurs raisons. Une qui est évidente, c'est que travailler sur ce type de mesures implique aussi beaucoup de réflexion. Nous n'avons disposé que de 2 mois. 2 mois, c'est-à-dire que dans 15 jours, on doit rendre, je crois que c'est le 15 juillet, on doit rendre notre rapport. Et pour arriver à prendre la mesure des choses, il faudrait un peu plus de maturation. Donc pour l'instant, on est en phase de réflexion, on est en phase d'arbitrage, et puis après, il y a toute la phase de rédaction. Mais tout ce travail qui est fait, je suis entouré d'un comité d'experts que j'ai constitué, dont certains sont dans la salle, je crois qu'il y a Sidonie et Sylvain, merci d'être là, avait pour objectif de rassembler le maximum d'éléments, d'expertise pour essayer que cette réforme, ou cette proposition de réforme de la loi 1989 puisse satisfaire le plus grand nombre. En fait, il y a 2 victimes dans ce système, ce sont les bailleurs et les locataires. Ce sont des personnages qui, lorsqu'on les met en relation, poursuivent un objectif qui est commun. Pour l'un, c'est de rester dans les lieux, le locataire, et pour l'autre, c'est que le locataire reste le plus longtemps dans les lieux. Et à partir de là, en respectant les obligations respectives. Et chacun d'eux doit et entretient des relations qui sont relativement apaisées. Et si on regarde statistiquement le nombre de baux signés en France, je crois qu'il y en a 13 millions chaque année, ce qui est énorme, on a statistiquement que 200 000 procédures. Un peu plus avec les zones grises d'accords qui peuvent être réalisés. C'est-à-dire que c'est un système qui fonctionne pas si mal que ça. Mais il ne fonctionne pas si mal que ça. Alors on me dit, mais pourquoi mettre en place une commission pour réformer tout cela? Tout simplement parce que le système dans lequel nous sommes, les lois successives, ont érigé le bailleur et le locataire en ennemis réciproques. Pour le locataire, le bailleur est quelqu'un qui n'est là que pour être un rentier et encaisser les loyers chaque mois sans fournir le moindre effort pour permettre au locataire de vivre dans les meilleures conditions. Et à l'inverse, pour le bailleur, le locataire est un risque d'impayé. Et puis, s'il n'est pas locataire, il y a tout le risque du squat. Mais statistiquement, en fait, tout ça, ce sont des épiphénomènes. Les impayés ne sont que des épiphénomènes dans lesquels, certes, il ne faut pas tomber, parce que c'est juste un enfer quand on a un locataire qui ne paye pas, c'est bien lui-là, bien sûr, mais c'est rare. Alors en fait, tout le travail consiste à essayer de voir comment ce bailleur et ce locataire peuvent arriver à collaborer encore mieux avec 3 axes. Le premier, c'est pour nous mettre en place des ajustements. La loi de 1989 a été maintes fois réformée, mais elle souffre encore d'un certain nombre de dispositions qui sont assez déséquilibrées. Donc l'idée, c'est de réajuster un petit peu l'ensemble. Déséquilibré dans quel sens? Dans le sens du propriétaire ou du locataire, les deux? Il est évident que le temps a fait que le locataire a bénéficié davantage d'outils qui lui permettent de rester dans les lieux. Et des outils qui sont satisfaisants. C'est le droit au maintien dans les lieux. On ne peut pas se satisfaire d'avoir des locataires qui soient virés du jour au lendemain, bien évidemment. Mais à l'inverse, il faut aussi ne pas oublier que le droit de propriété est un droit fondamental et qu'à partir de là, le propriétaire bailleur, lui aussi, peut se trouver dans des situations qui sont compliquées. Je donne simplement un exemple. Le locataire peut à tout moment quitter les lieux en respectant un préavis. Ça, c'est la première chose. Le bailleur, lui, ne peut pas, pour des raisons qui pourraient être équivalentes, ça peut être un décès, ça peut être une séparation, se libérer du logement, sauf à attendre la fin du bail. Donc on voit bien ici que le traitement n'est pas tout à fait le même. C'est la vie, c'est comme ça, c'est l'histoire. Aujourd'hui, on est là pour réajuster un certain nombre de choses. Le deuxième axe, mais qui est peut-être plus conjoncturel, qui sera plus marginal, c'est qu'on a besoin aussi de mettre en place aujourd'hui des mesures conjoncturelles, urgentes. Je pense au DPE, je pense à la rénovation énergétique. Bon, on en prend pour un petit moment, mais à un moment donné, on n'aura plus besoin de rénover. Donc il faut malgré tout prendre des mesures aujourd'hui pour booster tout cela et permettre aux bailleurs, aux propriétaires de remettre sur le marché un certain nombre de logements qu'ils ont écartés. Notamment, je pense à l'ensemble des propriétaires âgés pour qui c'est compliqué de rénover. Ça coûte cher. Ça coûte très très cher, et puis plus on est âgé, plus il y a une inquiétude, plus il y a un rapport à l'argent qui est compliqué, et se dire on va investir ou plutôt dépenser 20, 30 ou 40 000 euros en prenant cela sur l'épargne,
ça sera 20, 30, 40 000 euros qui ne serviront peut-être pas pour financer un établissement dans lequel ces personnes-là vont finir leur jour. Et comme elles ne veulent pas faire supporter ça aux enfants, comme tous les parents, on aimerait que les enfants soient épargnés de tout cela, eh bien, c'est de dire, je ne rénove pas, je ne veux pas relouer parce que c'est trop compliqué, mes enfants feront ce qu'ils voudront quand je ne serai plus là. Donc, c'est ou bien l'arbitrage en disant, je vends, mais dans des conditions qui ne sont pas très satisfaisantes financièrement, ou alors on ne loue pas. Là aussi, il faut qu'on trouve quelque chose qui permette d'accompagner ces personnes âgées, propriétaires de biens anciens, dans une rénovation au service des jeunes. Et le troisième axe, là, qui pour le coup est très très intéressant dans le cadre de notre mission, c'est d'innover. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut rester dans un système juridique, notamment du point de vue logement, qui est le même depuis plusieurs décennies ? Mon voisin de droite, Xavier, va en parler très largement, à mon avis, mais on est d'accord là-dessus, c'est qu'il faut rompre, il faut passer à autre chose, il faut inventer. Innovation de rupture, donc pas innovation incrémentale. Non, de rupture, véritablement. Alors c'est un peu audacieux, ça va faire peur, bien évidemment. Dans le groupe, on a des discussions, et effectivement, on sent parfois certaines personnes un peu plus frileuses que d'autres, mais l'idée, c'est de penser autrement. Si on regarde un petit peu l'histoire du logement et puis l'histoire de la propriété, finalement, ça a 2 siècles. Est-ce que ce n'est pas non plus la fin d'un cycle ? On voit bien d'ailleurs dans tous les compartiments de notre société, même d'un point de vue institutionnel, on voit bien qu'on a beau vouloir réglementer, simplifier sur une simplification, en fait on continue à s'embourber. Et la France ne va pas mieux. Pour le logement, c'est un peu la même chose. Probablement qu'il faut réinventer quelque chose. Et ça, c'est tout un travail que nous faisons dans le cadre de notre commission. Et là, évidemment, vous ne saurez rien aujourd'hui, mais je crois que nous aurons quelques mesures. Après avoir bu, c'est fort possible. Oui. Vous avez bien vu le personnage. Non, sérieusement, je pense que ces propositions que l'on va faire vont probablement surprendre, choquer, mais surtout, l'objectif, c'est de nous permettre d'essayer de penser autrement. Et l'ensemble des mesures et des dispositions que l'on voit, tous les projets de loi qui sont votés ou non votés, ne sont que des pansements sur des jambes de bois. C'est-à-dire que ça n'avance pas d'un iota, alors même qu'il y a chaque jour une proposition de loi qui est proposée par un député qui croit avoir trouvé une solution, et on voit bien que ça ne fonctionne pas. Le statut du bailleur privé est très significatif pour ça. On est parti d'une réflexion, je me souviens à l'époque, j'ai travaillé avec Valérie Létard sur un dispositif fiscal universel des revenus locatifs avec le NPI. Et l'objectif était de mettre en place un système qui soit pérenne. Mais pérenne, c'est-à-dire comme tout statut qui n'a pas de fin. C'est-à-dire on rentre dans un système comme le statut des époux, comme le statut des baux commerciaux. Un statut, c'est quelque chose qui est stable et qui dure jusqu'à ce qu'on décide de l'arrêter. Et pour le coup, on avait choisi le choix de l'amortissement, ce qui a été le cas. Et entre ce travail initial et ce qu'il en résulte aujourd'hui, on s'aperçoit que quelques mois après avoir été voté, on commence déjà à aménager, à améliorer et à réformer un système qui n'a même pas 6 mois de vie. Et qui a une espérance de vie de 2 ans maximum, c'est fin 2027. Et qui a une espérance, je continue là-dessus, et qui a une espérance de vie qui est brève, alors qu'un statut, lui, il n'a pas d'espérance de vie. Il est éternel. Le statut des époux, il est là. Le statut des baux commerciaux, il est là. On pourrait multiplier les exemples. Donc on voit bien qu'en fait, ce statut n'est pas un statut, c'est une disposition d'une loi de défiscalisation, et qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut se poser les vraies questions, quitte à heurter, mais en tout cas réfléchir par rapport à un mécanisme qui est nouveau et une société qui est nouvelle. Sinon, on ne s'en sortira pas. Je crois que pour le logement, c'est très significatif pour cela. Merci Sylvain Grattalou. Vous faites une transition magnifique vers Xavier Lépine. Je me demande à quoi cher du coup. Voilà, pour la transition, voilà, vos propositions, certaines risquent de choquer. Et peut-être on est à une période où il faut changer le modèle ou changer les modèles. Xavier Lépine, en préparant cette conférence, vous m'avez dit, pour moi, le logement, c'est presque devenu un actif toxique. C'est un actif normalement d'efficacité économique et de réduction des inégalités. Aujourd'hui, il est devenu un actif de rareté, un actif de rente et un actif d'augmentation des inégalités. Comment on en sort? Voilà, votre constat et qu'est-ce que vous proposez? Bon, moi je suis boomer et j'adore être ici parce que en 1985, on a révolutionné finalement la bourse, on a révolutionné le financement de l'économie,
on a inventé le MATIF. Le MATIF, le marché à terme des instruments financiers, pour pouvoir finalement s'adapter à un nouvel environnement qui était celui que l'on connaît depuis maintenant 50 ans, c'est-à-dire une économie plutôt tertiaire, plutôt impactée par l'augmentation du prix du pétrole. Je rappelle les crises de 73-79. 73, on a multiplié le prix du pétrole par 4, et en 79, par rapport à 73, c'était 17 fois plus. Et c'est vrai que ça a un tout petit peu changé nos économies. Et qu'est-ce qu'on a fait en matière d'immobilier pour s'adapter à ces changements quand même très très structurels? Finalement, on a traité l'urgence. Ça fait 40 ans qu'on traite l'urgence sans traiter la priorité qui consiste à s'adapter. C'est impressionnant. Je vais vous donner quelques chiffres. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Combien il y a de ménages propriétaires en France? Vous avez 30 millions de ménages. Vous en avez 17 millions de propriétaires, 57%. Combien il y avait de pourcentage de ménages propriétaires de leur logement il y a 30 ans? 57%. En l'espace de 30 ans, le même pourcentage de propriétaires. Alors, je reviens encore un tout petit peu en arrière. L'immobilier dans les zones tendues, je prends de Paris et sa région parisienne, je reprends de 85, puisque partie de 85, le MATIF, l'immobilier a été multiplié par 12. Ça fait 12 fois. Ça veut dire que vous achetiez un logement dans Paris pour 1 000 € du mètre carré. Même pas, 800. Bon. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Donc je reviens maintenant dans le temps un peu plus présent. Donc depuis 30 ans, l'immobilier a été multiplié par 2 à 3 fois selon les zones, et le même taux de propriétaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on a fait, l'allongement de la durée des crédits, les subventions de ceci, les subventions de cela, les avantages d'autres choses, ça n'a servi qu'à une seule chose, augmenter les prix, puisque vous avez le même taux de propriétaires. Est-ce qu'on peut se satisfaire de cela? Finalement, ça sert à qui? À ceux qui sont déjà là. Donc effectivement, en tant que bon boomer, je suis ravi de savoir que les jeunes n'ont pas accès au logement, puisque le mien, il vaut très cher. C'est déliant. Sur nos 17 millions de ménages propriétaires, vous avez 10 millions de ménages, des gens de ma génération principalement, qui ont terminé de rembourser. Vous n'avez plus que 7 millions de ménages qui empruntent pour rembourser aujourd'hui leur crédit. Vous vous rendez compte d'une société qui accepte l'idée qu'il y ait plus de gens qui soient définitivement propriétaires, enfin définitivement, qui n'ont plus aucune dette, qui vieillissent sur leurs dettes qui chaque année, leurs biens qui chaque année augmentent, et de moins en moins de gens qui ont accès? C'est délirant. Ça veut dire que ces 57% de propriétaires détiennent 85% de la richesse de toute la nation, y compris le patrimoine financier. Ce qui en creux signifie que 43% de la population se partage 15%. Vous pensez vraiment que c'est durable, que c'est pérenne, que ça permettra aux gens de vivre ensemble? Non, c'est la polarisation qu'on retrouve dans les urnes. Et ces 10 millions de ménages qui ont fini de payer, vous avez une idée du montant que ça représente? 4 000 milliards d'euros. Le PIB de la France, c'est 3 100. On a 4 000 milliards de capital dormant. À quoi il sert ce capital? Je vis dans mon logement, je suis très bien, mais si j'ai envie de faire des travaux, j'ai une retraite de merde et je ne peux pas les faire. Si j'ai envie de me payer des services parce que je vieillis, je ne peux pas le faire non plus. Si j'ai envie d'aider mes enfants, j'ai pas de cash. Je peux faire une donation partage avec réserve d'usufruit, mais je ne sais pas vivre avec une nue propriété quand je suis mes enfants. À quoi il sert ce capital? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en monétiser une partie? 4 000 milliards. Je serais anglais, canadien, australien, américain, je vais en ligne, j'emprunte 20%, ou
où je monétise, pas forcément sous forme d'emprunt d'ailleurs, il y a plein de formes juridiques qui existent en France, le juriste chez lui, il y a plein de formes qui existent et qui permettraient à réintroduire ce capital stérilisé. On n'a pas besoin, on est riche en actifs et pauvre en cash. On a incité les Français à être finalement dans à faire de leur logement et de l'immobilier, mais surtout de leur logement, finalement, leur fonds de pension. Mais c'est un fonds de pension qui est stérile. Pourquoi ? Parce que ça emmerde les banques. Objectivement, un crédit bancaire immobilier, c'est une avance sur salaire. On vous prête sur 25 ans parce que vous avez un salaire suffisant. Mais on ne vous prête pas sur l'immobilier. On appelle ça crédit immobilier, mais en réalité, ce n'est pas un crédit immobilier. Il faut arrêter avec cette fiction. Et si vous lui dites, moi j'aimerais bien, par exemple, je suis mes enfants, imaginez que je suis mes enfants, là pendant le Covid, ils me regardaient en se disant, ça va peut-être faire le job. Bon, ça ne l'a pas fait, pas de chance. Elle vient de loin, celle-là. Voilà. Qu'est-ce qui les empêcherait d'emprunter sur la nue propriété qu'ils ont ? Où est le problème ? Ben non, ça oblige celui qui voudrait investir ou prêter sur cet actif, qui est réel, hein, puisque en droit immobilier, c'est un actif réel. Qu'est-ce qui l'empêcherait de... l'investisseur ou la banque, ça l'emmerde. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'il se préoccupe de qui est cette personne, quel est son bien immobilier. Ce qui, concrètement, il ne fait pas dans un crédit immobilier. Voilà, donc vous avez un gisement en Angleterre, 10% d'une classe d'âge, 10% d'une classe d'âge monétise une partie de son patrimoine. Dis donc, 10% des 10 millions de seniors qui détiennent 4 000 milliards de patrimoine, ça en fait de l'argent, ça, 10%. Ça fait 40 milliards d'euros par an, qui est complètement... C'est stupide, on est d'une stupidité totale. Je reprends l'exemple du Matif, parce que quand on a fait cette révolution en 85, c'était pour ce type de choses. On a utilisé finalement la finance pour pouvoir s'adapter. Et là, on ne l'a pas fait. Donc je dis simplement, arrêtons de... voilà, donc je veux dire, l'immobilier continuera toujours d'augmenter. L'immobilier, c'est du foncier rare, c'est de la transformation, c'est de l'énergie, c'est de la main-d'œuvre, tout ça, c'est une activité locale. On le sait très bien. Il n'y a pas de gain de productivité. 1 mètre carré, ça reste toujours 1 mètre carré dans 20 ans. C'est particulier. Or, l'immobilier ne s'est pas réinventé. Bon, l'autre démarche que j'ai, là, heureusement, la Banque des Territoires, maintenant, est rentrée dans le dispositif. Donc ça va enfin décoller. Vous êtes jeune, votre choix c'est quoi ? Vous payez un loyer à fonds perdu ou vous payez un loyer à fonds perdu ? Parce que finalement, si vous voulez acheter votre logement, comme les prix ont été multipliés par 2 ou 3 alors que votre revenu n'a pas suivi, c'est juste pas possible. Alors on fait tout un tas de lois qui coûtent du pognon à l'État et qui finalement n'a rien servi. Enfin, n'a servi à rien puisqu'il n'y a pas eu d'augmentation. Donc je dis simplement, en droit français, je vais prendre un exemple très concret et puis après j'arrête. Vous avez quelqu'un qui veut acheter un logement de 300 000 euros. C'est pas génial, hein, mais c'est le prix moyen de ce qu'achète un primo-accédant. Ok, bon, 300 000 euros, vous voulez l'acheter, vous avez déjà la générosité de l'État avec un PTZ, ça vous coûte 1 500 euros par mois, donc ça veut dire que vous gagnez 4 500. Non, vous ne les gagnez pas. Donc vous êtes exclu. Mais par contre, vous payez un loyer de 1 000 euros. Bon, donc c'est perdu. Et puis vous êtes à votre taux d'endettement maximum, si je puis dire, parce que vous gagnez 3 000 euros, et donc 1 000 euros sur 3 000, ça fait 33%. Et généralement, d'ailleurs, les bailleurs demandent même plus de 3 fois, donc double problème. Donc je dis, écoutez, moi je vous vends 25 ans ma foncière achète le logement, on va dire 300 000, je vends par un bail emphytéotique qui va coûter aux particuliers, donc je lui vends beaucoup moins cher un bail emphytéotique de 25 ans. Du coup, lui, il aura un coût mensuel de 1 000 euros par mois, dans la totalité de son coût, et 1 000 euros par mois, c'est le prix d'un loyer. La seule différence, c'est pas quand il va partir dans 8 ou dans 10 ans, parce qu'on sait tous très bien qu'il ne va pas rester 25 ans dans son logement de 300 000. Et bien à ce moment-là, je lui rachète
son bien avec une formule convenue d'avance, et il va récupérer 30% de tout ce qu'il a dépensé. Au lieu d'avoir payé un loyer à fonds perdu, s'il part dans 10 ans, il va récupérer minimum 30 000 euros. Il s'est constitué un apport. Et si finalement ça lui a permis d'acheter beaucoup plus grand dès maintenant et de loger sa famille, parce que quelque part se loger c'est bien, mais habiter c'est quand même nettement mieux, pouvoir se développer, et bien à ce moment-là, je lui dis, si tu veux me sortir de ton bail et me racheter, tu auras payé en 2 fois. De la même manière qu'un senior doit pouvoir sortir en 2 fois de son patrimoine, une première fois de son vivant pour pouvoir donner s'il a envie ou faire payer ses travaux, etc., il faut que le junior puisse rentrer en 2 fois. Tout ça, c'est des changements d'habitude, c'est des changements de process, c'est un système financier qui s'adapte. Je veux dire, il n'y a que des gens dans la pièce, je pense qu'il n'y a que des gens de l'immobilier, là, de l'actif. Où sont les gens du passif? Où sont les investisseurs institutionnels? Où sont les banques? Je veux dire, vous n'avez pas d'exemple dans l'économie d'un bien qui vaut de plus en plus cher et dans lequel le financement ne s'est pas réorganisé. Regardez la voiture. La voiture, elle a triplé de prix depuis 20 ans. Il va falloir conclure, Xavier Lépine. Oui, voilà. J'allais vous poser une question. Est-ce que le système financier, les banques sont prêts à jouer le jeu? J'ai ma réponse, à part la Banque des Territoires, évidemment. J'espère qu'avec le lancement, parce qu'il y a la Banque des Territoires, il y a ProBTP, il y a Action Logement, tout ça qui commence à rentrer dans ce genre de dispositif. Donc de démontrer que c'est rentable, que c'est possible, que ces changements de mentalité qu'on dit impossibles, en fait, la réalité c'est qu'on s'est habitué sur l'automobile. On a un changement quand même anthropologique. Ce changement, c'est l'allongement de la durée de la vie. On héritait à 35 ans, on hérite à 55, et vous voulez avoir le même modèle. Vous êtes barge si vous pensez que ça peut fonctionner. Voilà, donc moi, mon interrogation, c'est de dire, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le logement est devenu un mur entre les générations, alors que ça devrait être un pont. Et c'est vous, les acteurs, qui pouvez pousser à ce que ça devienne un pont. Si on attend toujours de l'autre, c'est-à-dire de l'État, de dire je viens subventionner encore un peu plus, et je te fais encore une énième réforme, une énième Jeanbrun, où tu auras un CSP+, qui va te louer à un CSP- qui, avec une subvention de l'État, c'est pas étonnant que les gens votent comme ils votent. Vous vous rendez compte quand même du système dans lequel on s'est mis? Il y a un CSP- dans les années 80, il a acheté son logement, maintenant il le loue à un CSP+. Et vous voulez que la relation soit apaisée? Non mais pas besoin de dormir pour rêver, hein. Ça ne peut pas marcher. Très bien, Xavier Lépine, je crois qu'on a compris. Et puis je retiens que pour changer les mentalités, souvent c'est quand on en a marre d'en avoir marre qu'on change, c'est pas quand on en a marre. Voilà. Est-ce qu'un mot de conclusion en une phrase à tous les trois, peut-être en essayant de répondre à la question la cause du logement, elle ne peut pas attendre 2027 et des élections pour avancer. S'il n'y avait qu'une seule mesure à prendre, là, d'urgence, d'ici la fin de ce quinquennat, quelle serait-elle? Édouard Morlot. Relancer les taux sur l'emprunt. Enfin, pour moi, il faut permettre aujourd'hui d'avoir un endettement supérieur et de permettre aux ménages de rallonger la durée de l'emprunt. Pour moi, c'est un levier on devra vraiment passer peut-être au-delà on parle de 25 à 27 ans, et peut-être d'avoir passé de 33 à 35 ou 37% d'endettement aujourd'hui pour relancer un certain nombre de ménages à l'acquisition de leur logement. Merci Édouard Morlot, président de l'UNIS. Monsieur Grattalou, Sylvain Grattalou, la même question. Rapidement, une réponse rapide s'il vous plaît. Rapidement, arrêtez de légiférer, sauf à faire un vrai plan, une vraie loi qui s'inscrive dans le temps. Merci Sylvain Grattalou. Xavier Lépine, le mot de la fin pour vous. Le mot de la fin, c'est le début de la fin, hein, l'Empire romain. Non, mais c'est parce qu'on libère la salle. Voilà. Vous pouvez moi, être bref et concis. J'emmerderais bien les institutionnels. Est-ce que vous trouvez normal qu'une foncière qui a le statut SIC ne paye pas d'impôts, et que ces gens-là, depuis 2003,
et ces gens-là n'ont pas un centime de logement. Est-ce que c'est vraiment rationnel de donner un avantage considérable à une catégorie d'acteurs sans contrepartie d'impact social? Merci à tous, merci à tous les trois, merci de votre écoute.